Lors du barbecue de mon père, j'ai mentionné mon enthousiasme pour les plans du week-end. Mon frère a souri avec suffisance, tu n'en fais pas partie. Nous n'avons pas besoin de personnes supplémentaires. Tout le monde a ri comme si c'était une blague. Je suis resté silencieux et je suis sorti. Quelques jours plus tard, ma sœur a tenté d'accéder au compte que je finançais. J'ai envoyé un texto, accès bloqué. Ce doit être cette règle interdisant les personnes supplémentaires. Puis, tôt un matin, j'ai entendu frapper fort à ma porte. Je m'appelle Daniel. J'ai 34 ans et, depuis 8 ans, je suis l'épine dorsale invisible de ma famille. Pas le genre d'épine dorsale qu'ils reconnaissent pendant les fêtes ou qu'ils mentionnent lors des toasts, pas le genre qu'ils louent lorsque des parents sont en visite ou dont ils se vantent auprès des voisins, le genre sur lequel ils comptent en silence tout en prétendant que je n'existe pas. Le genre qui maintient tout en place sans rien recevoir d'autre que le silence et le mépris en retour. J'ai grandi dans une famille de 5 personnes, mes parents, mon frère aîné Kevin, ma sœur cadette Rachel et moi, l'enfant du milieu oublié. Kevin était le garçon en or, celui qui ne pouvait pas se tromper aux yeux de nos parents. Il a joué au football au lycée, a obtenu des notes moyennes et a réussi à convaincre tout le monde qu'il était destiné à la grandeur. Chaque accomplissement de sa part, aussi petit soit-il, était célébré comme une fête nationale. Chaque échec était excusé, expliqué, oublié en quelques jours. Nos parents regardaient Kevin comme s'il avait accroché la lune et les étoiles. Rachel était le bébé, la princesse qui a appris très tôt que les larmes et les crises de colère pouvaient lui obtenir tout ce qu'elle voulait. Elle a flotté à travers la vie sur un nuage d'indulgence parentale, n'étant jamais tenue responsable de ses choix, n'étant jamais censée se tenir sur ses 2 pieds. Quand Rachel échouait, c'était la faute de quelqu'un d'autre. Quand Rachel réussissait, c'était son intelligence naturelle. Elle a changé de carrière comme certaines personnes changent de vêtements, toujours avec mes parents l'encourageant, toujours avec quelqu'un d'autre payant la facture pour ses innombrables réinventions. Et puis il y avait moi, Daniel, le fiable, le silencieux, celui qui obtenait toujours les meilleures notes et qui avait des emplois à temps partiel depuis l'âge de 15 ans. Non pas parce que mes parents me le demandaient, mais parce que j'ai compris très tôt que personne n'allait me donner quoi que ce soit. Pendant que Kevin démolissait des voitures et que Rachel utilisait ses cartes de crédit au maximum, j'ai économisé chaque dollar et construit quelque chose à partir de rien. J'ai étudié tard dans la nuit pendant que mes frères et sœurs faisaient la fête avec leurs amis. J'ai postulé pour des bourses que personne ne m'a aidé à trouver. Je me suis taillé un avenir avec mes propres mains ensanglantées pendant que ma famille remarquait à peine que j'existais. À 26 ans, j'avais créé ma propre petite entreprise de conseil. À 30 ans, elle prospérait au-delà de ce que j'avais imaginé. J'ai acheté une maison modeste dans un quartier calme, je conduisais une voiture fiable et je vivais bien en dessous de mes moyens. Ma famille ne m'a jamais demandé comment j'avais fait. Ils ne m'ont jamais félicité pour mon succès. Ils n'ont jamais exprimé de curiosité pour ma vie, mes rêves, mes luttes. Ils ont simplement supposé que j'avais de l'argent et ont commencé à s'attendre à ce que je le partage comme si ma prospérité était une propriété commune alors que ma présence était entièrement facultative. Cela a commencé petit, comme ces choses le font toujours. Mon père avait besoin d'aide pour les impôts fonciers une année. Ma mère avait besoin de faire réparer sa voiture lorsqu'elle est tombée en panne de façon inattendue. Kevin avait besoin d'un prêt pour payer son loyer lorsqu'il a perdu un autre emploi. Rachel avait besoin d'argent pour les frais de scolarité lorsqu'elle a décidé de retourner à l'école pour la 3e fois. Chaque demande s'accompagnait de promesses de remboursement qui ne se sont jamais concrétisées et d'une gratitude qui s'est évaporée en quelques jours. Chaque fois, je me suis dit que c'était la dernière faveur. Chaque fois, je me suis trompé. En 8 ans, j'ai calculé que j'avais donné plus de 274 000 $ à ma famille. J'ai payé l'hypothèque de mes parents lorsqu'ils ont pris du retard dans leur paiement. J'ai couvert l'assurance automobile de Kevin parce qu'il se faisait constamment retirer son assurance par les compagnies en raison de sa conduite imprudente et de ses accidents. J'ai financé les diverses entreprises de Rachel, de l'école d'esthétique au cours d'immobilier en passant par une boutique en ligne ratée qui a duré exactement 3 mois avant de s'effondrer. J'ai mis en place des paiements automatiques pour les services publics chez mes parents parce qu'ils ne semblaient jamais se souvenir des dates d'échéance. J'ai versé de l'argent dans un compte d'investissement commun chaque mois, constituant un filet de sécurité auquel Rachel pouvait accéder, mais auquel elle n'a jamais contribué. Aucun d'eux ne m'a jamais dit merci. Pas vraiment. Ils l'ont dit comme vous remerciez un serveur de remplir votre verre d'eau, automatiquement, sans signification, sans même me regarder en le disant. Je me suis dit que c'était ce que la famille faisait.
Je me suis dit qu'un jour ils verraient ma valeur. Un jour, ils m'incluraient dans leurs plans, leurs célébrations, leur vie. Je me suis trompé à ce sujet aussi. Le barbecue chez mon père était censé être un simple rassemblement de week-end. Papa en avait parlé dans le groupe de discussion familiale 3 jours auparavant, mentionnant des hamburgers, de la bière et du beau temps. J'ai supposé, peut-être bêtement, que lorsqu'il disait famille, il parlait de nous tous. J'aurais dû le savoir maintenant, mais l'espoir est une chose têtue qui refuse de mourir, même quand il le devrait. Je suis arrivé tôt ce samedi après-midi, apportant une glacière de steak de première qualité que j'avais acheté chez le boucher et une bouteille de whisky coûteux que je savais que mon père aimait. La cour était déjà aménagée avec des chaises disposées en cercle, le grill fumant et envoyant de délicieuses odeurs dans l'air, et de la musique jouant sur un haut-parleur portable. Kevin était là avec sa copine, Ashley, tenant la cour comme d'habitude. Rachel avait amené son nouveau copain, Marcus. Mes parents riaient de quelque chose que Kevin avait dit. Leur visage s'illuminait de joie d'une manière que je voyais rarement dirigée vers moi. J'ai déposé mes contributions sur la table du patio et je me suis approché pour les rejoindre. Ma mère m'a jeté un bref coup d'œil, a reconnu ma présence avec un petit signe de tête qui se qualifiait à peine de reconnaissance, et s'est tournée vers l'histoire de Kevin sans perdre un instant. Mon père était trop occupé à rire pour remarquer que j'étais arrivé. Je suis resté debout au bord de leur cercle pendant plusieurs minutes, attendant une pause dans la conversation, attendant que quelqu'un me reconnaisse, attendant une invitation à m'asseoir qui n'est jamais venue. Quand la pause est finalement arrivée, j'ai souri et j'ai pris la parole. J'ai mentionné à quel point j'étais excité pour les plans du week-end, en supposant que nous allions tous faire quelque chose ensemble par la suite, peut-être un film ou un dîner dans un endroit agréable, quelque chose que les familles faisaient ensemble, quelque chose dont je voulais désespérément faire partie après des années à me sentir comme un étranger dans ma propre famille. Le visage de Kevin s'est tordu en ce sourire suffisant que je connaissais si bien, celui qui précédait chaque commentaire cruel qu'il m'avait jamais fait depuis l'enfance. Il s'est penché en arrière dans sa chaise, a croisé les bras sur sa poitrine et a prononcé son verdict avec une cruauté désinvolte qui m'a coupé le souffle. Des plans pour le week-end ? Tu n'en fais pas partie, Danny Boy. Nous n'avons pas besoin de personnes supplémentaires pour gâcher notre style. Les mots ont plané dans l'air comme une gifle sur mon visage. Des personnes supplémentaires. Pas un frère. Pas de la famille. Pas Daniel. Des personnes supplémentaires. Comme si j'étais un étranger qui s'était égaré sans invitation dans leur rassemblement, comme si j'étais un inconvénient qu'ils toléraient plutôt qu'un membre de cette famille qui les soutenait financièrement depuis près d'une décennie. J'ai attendu que quelqu'un le corrige. J'ai attendu que mon père dise à Kevin de s'excuser d'être aussi incroyablement impoli. J'ai attendu que ma mère dise que bien sûr que j'étais inclus, que Kevin plaisantait. J'ai attendu que Rachel me défende comme je l'avais défendu d'innombrables fois au fil des ans lorsque d'autres critiquaient ses choix. Au lieu de cela, ils ont ri. Tous. Chaque personne dans ce cercle. Ma mère s'est couvert la bouche comme si c'était la chose la plus drôle qu'elle avait entendue de toute la semaine. Mon père a ri et a secoué la tête comme si Kevin était juste Kevin et que je devrais apprendre à prendre une blague. Rachel a gloussé et s'est penchée vers Marcus, lui chuchotant quelque chose qui l'a fait rire aussi. Même Ashley avait l'air amusée, bien qu'elle ait au moins eu la décence d'avoir l'air légèrement mal à l'aise de participer à mon humiliation. Je suis resté là pendant ce qui m'a semblé une éternité, le rire déferlant sur moi comme de l'acide rongeant ma peau. 8 ans, 274 000 $, d'innombrables urgences gérées, factures payées, problèmes résolus, crises évitées. Et j'étais une personne supplémentaire. Je ne valais pas une place à leur table à moins que cette place ne soit accompagnée de mon chéquier. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas pleuré ou fait une scène qui leur donnerait plus de munitions pour se moquer de moi. Je me suis simplement retourné, je suis retourné à la table du patio, j'ai ramassé ma glacière de steak et ma bouteille de whisky, et je suis parti sans dire au revoir. Personne ne m'a appelé après moi. Personne n'a demandé où j'allais. Personne n'a même remarqué que j'étais parti jusqu'à ce que ma voiture sorte de l'allée. Ce soir-là, je me suis assis seul dans mon salon, le steak toujours dans la glacière fondant sur mon comptoir de cuisine, le whisky non ouvert sur ma table basse. La maison était silencieuse d'une manière qui me suffoquait. Chaque tic-tac de l'horloge résonnait dans les pièces vides comme un compte à rebours vers quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Chaque ombre semblait se moquer de moi. Je n'arrêtais pas de repasser les mots de Kevin dans ma tête comme un disque brisé qui ne s'arrêterait pas, des personnes supplémentaires. Le rire qui a suivi.
La façon dont personne ne m'a défendu. La façon dont ils trouvaient tous ma douleur si amusante. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais été exclu auparavant, les vacances en famille à Hawaï il y a 3 ans que je n'ai appris que lorsque j'ai vu les photos publiées en ligne après leur retour, bronzés et heureux sans moi. Le dîner d'anniversaire de ma mère où on ne m'a même pas dit le restaurant avant que j'appelle 3 fois pour demander pourquoi personne ne m'avait contacté au sujet des plans, le rassemblement du réveillon de Noël où je suis arrivé avec des cadeaux soigneusement emballés pour découvrir qu'ils avaient célébré la veille sans prendre la peine de me le mentionner. Chaque fois, j'avais trouvé des excuses pour eux. Ils ont oublié de me le dire. Il y a eu un malentendu. Ils ne voulaient pas me laisser de côté. C'était un oubli, un accident, une simple erreur que n'importe qui pouvait faire. Ils m'aimaient à leur manière. J'avais passé toute ma vie d'adulte à trouver des excuses pour des personnes qui me voyaient comme rien de plus qu'un portefeuille sur pattes, un compte bancaire dans lequel ils pouvaient retirer de l'argent chaque fois qu'ils avaient besoin de quelque chose, puis m'oublier jusqu'à la prochaine urgence financière. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une clarté que je n'avais jamais ressentie auparavant. La douleur était toujours là, une douleur sourde dans ma poitrine qui pulsait à chaque battement de cœur. Mais quelque chose d'autre avait pris racine du jour au lendemain, quelque chose de froid, de tranchant et de déterminé. J'en avais assez d'être le guichet automatique familial. J'en avais assez d'être le fournisseur invisible qui assurait le bon fonctionnement de leur vie pendant qu'ils prétendaient que je n'existais pas. J'en avais assez d'être des personnes supplémentaires. Je me suis fait une tasse de café fort et je me suis assis à ma table de cuisine avec mon ordinateur portable. J'ai commencé à consulter les relevés de compte, les relevés bancaires, les calendriers de paiements automatiques, les polices d'assurance, les comptes d'investissement, tous les fils financiers qui me reliaient à ma famille, chaque paiement mensuel que j'avais mis en place au fil des ans, chaque compte que j'avais financé, chaque urgence que j'avais couverte. Ce que j'ai trouvé était stupéfiant dans son ampleur. Je payais $400 par mois pour l'hypothèque de mes parents, de l'argent qui sortait de mon compte depuis plus de 5 ans. Je couvrais l'assurance automobile de Kevin à $180 par mois parce qu'il n'était pas assurable seul après de multiples accidents. Je finançais un compte d'investissement commun auquel Rachel avait accès, dans lequel je versais $500 par mois depuis 5 ans sans qu'elle ne contribue un seul centime. Je payais les services de diffusion en continu qu'ils utilisaient tous, le forfait téléphonique familial qui maintenait leurs lignes actives et les services publics chez mes parents. Au total, je perdais plus de $2000 par mois au profit de personnes qui ne pouvaient même pas m'inclure dans les plans du week-end, de personnes qui m'appelaient supplémentaires, de personnes qui riaient de ma douleur comme si c'était un divertissement fourni pour leur amusement. J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai regardé le mur pendant longtemps. Le silence dans ma maison était différent maintenant. Il ressemblait à une possibilité. Il ressemblait au début de quelque chose de nouveau. Je n'ai pas agi immédiatement. Une vengeance servie chaude et bâclée et facilement défaite. J'ai passé 3 jours à tout documenter méthodiquement avec la précision qui avait fait le succès de mon entreprise de conseil, chaque paiement que j'avais effectué au fil des ans, chaque prêt qui n'avait jamais été remboursé malgré les promesses, chaque fois que j'avais sorti quelqu'un d'une crise qu'il avait créée lui-même. J'ai créé une feuille de calcul détaillée avec les dates, les montants et les bénéficiaires. Le total en bas m'a rendu physiquement malade quand je l'ai finalement vu étalé noir sur blanc, $274 842 sur 8 ans. J'avais donné à ma famille de quoi acheter une maison en entier dans la plupart des régions du pays, de quoi faire étudier quelqu'un en médecine avec de l'argent restant, de quoi prendre sa retraite anticipée si elle était investie judicieusement. Et en retour, je n'avais reçu que du mépris, rien que des rires à mes dépens, rien que la désignation de personnes supplémentaires. Le 4e jour après le barbecue, j'ai fait mon premier appel. J'ai contacté ma banque et je me suis retiré de l'aide hypothécaire automatique que j'avais mise en place pour mes parents il y a des années. La représentante m'a demandé si j'étais sûr de vouloir annuler le virement récurrent. Je lui ai dit que je n'avais jamais été aussi sûr de rien de toute ma vie. Ensuite, j'ai appelé la compagnie d'assurance automobile de Kevin. Puisque j'étais le titulaire de compte principal qui payait les primes chaque mois, je les ai informés que je ne renouvellerais pas la police à son échéance à la fin du mois. Ils m'ont dit qu'elle expirerait dans 30 jours sans paiement. Je les ai remerciés poliment pour l'information et je suis passé à mon prochain appel. J'ai annulé les services de diffusion en continu. Tous. Netflix, Hulu, Disney+, HBO Max, Amazon Prime, des services que je n'utilisais jamais moi-même, mais que je gardais actifs parce que ma famille le faisait. J'ai changé le mot de passe du forfait téléphonique familial et j'ai supprimé tout le monde sauf moi, laissant leur ligne se déconnecter à la fin du cycle de facturation sans avertissement.
Les comptes de service public chez mes parents ont été les plus difficiles à démêler. J'ai dû contacter chaque entreprise individuellement pour supprimer mon nom et mes informations de paiement des comptes que je finançais depuis des années, électricité, gaz, eau, Internet. Chaque appel prenait du temps, nécessitait la vérification de mon identité et me laissait assis en silence par la suite, me demandant brièvement si je faisais le bon choix. Mais ensuite, je me souvenais du sourire suffisant de Kevin, du rire résonnant dans la cour, des mots, personne supplémentaire, et je composais le numéro suivant sans hésitation. Une semaine s'est écoulée, puis deux. Mon téléphone est resté remarquablement silencieux. Pas de texto de la famille se demandant pourquoi leur service de diffusion en continu avait cessé de fonctionner. Pas d'appel concernant les factures de service public qui restaient maintenant impayées. Soit ils n'avaient pas encore remarqué, soit ils attendaient que je revienne en rampant avec des excuses et des explications pour mon comportement. Je ne l'ai pas fait. J'ai simplement attendu que les dominos commencent à tomber. Rachel a été la première à me contacter, mais pas de la manière à laquelle je m'attendais. 18 jours après le barbecue, j'ai reçu une alerte automatisée de mon application bancaire. Quelqu'un avait tenté d'accéder au compte d'investissement commun que je finançais depuis des années. La tentative avait été refusée en raison des mesures de sécurité renforcées que j'avais mises en place la semaine précédente. Le compte contenait $32 000, de l'argent que j'avais déposé mois après mois, pensant que je construisais quelque chose pour l'avenir, pensant que lorsque Rachel finirait par se reprendre en main, elle aurait un filet de sécurité sur lequel se rabattre. Elle n'avait jamais versé un seul dollar sur ce compte, pas un seul centime en 5 ans. C'était entièrement mon argent accumulé grâce à des dépôts constants qu'elle n'avait jamais reconnus ou remerciés. Mon téléphone a vibré avec un texto de Rachel quelques instants plus tard. Le message était court et exigeant, sans aucune salutation ou amabilité. Que as-tu fait au compte? J'ai besoin d'argent pour une urgence. Répare ça maintenant. J'ai regardé l'écran pendant longtemps, relisant ces mots encore et encore. Pas de bonjour, pas de s'il te plaît, pas de reconnaissance du barbecue ou des semaines de silence qui ont suivi, pas d'excuses pour s'être moqué de moi pendant que je restais là humilié, juste des exigences de quelqu'un qui me voyait comme rien de plus qu'une source d'argent à utiliser et à jeter à sa convenance. J'ai tapé ma réponse avec soin, savourant chaque mot en la composant. Accès bloqué. Ce doit être cette règle interdisant les personnes supplémentaires. J'ai cliqué sur envoyer et j'ai complètement éteint mon téléphone. Quelle que soit la tempête qui allait arriver, elle pouvait attendre le matin. Je me suis versé un verre de ce whisky que j'avais ramené du barbecue et je me suis assis sur mon porche arrière, regardant les étoiles apparaître une par une dans le ciel qui s'obscurcissait. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti quelque chose proche de la paix s'installer en moi. Quand j'ai rallumé mon téléphone le lendemain, j'avais 23 appels manqués, 9 de Rachel, chacun probablement plus frénétique que le précédent, 7 de ma mère, 5 de mon père, 2 de Kevin. Les messages vocaux allaient de confus à en colère, de menaçants à suppliants, un spectre complet de désespoir. Le premier message de Rachel était désemparé. « Danny, de quoi parles-tu? J'ai besoin de cet argent pour le loyer. Rappelle-moi tout de suite. » Son deuxième message était plus colérique, sa voix s'élevait, « Ce n'est pas drôle. Qu'est-ce que tu as fait au compte? » À son 9e message, elle hurlait au téléphone, « Tu ne peux pas me faire ça. Cet argent est à moi aussi. Je vais prendre un avocat. Je vais te faire payer pour ça. » Les messages de ma mère étaient plus calmes, mais pas moins manipulateurs dans leur approche. « Daniel, chérie, je pense qu'il y a eu un malentendu. Rachel dit qu'il y a un problème avec le compte que vous deux partagez. Peux-tu m'appeler pour qu'on en parle? On devrait discuter de ça en famille. » En famille. L'ironie de ces mots ne m'échappait pas. J'ai supprimé chaque message vocal sans répondre à aucun d'eux. Qu'ils se demandent ce qui se passait. Qu'ils s'inquiètent de leurs finances pour une fois. Qu'ils ressentent une fraction de ce que j'avais ressenti debout dans ce jardin, lorsqu'on m'a dit que j'étais une personne en trop pendant qu'ils riaient tous. Au cours des 3 semaines suivantes, les conséquences de mon retrait se sont propagées dans ma famille comme des dominos, tombant les uns après les autres dans une réaction en chaîne qu'ils n'avaient jamais vu venir. Je n'avais pas besoin d'être là pour en être témoin de première main. Les messages paniqués et les messages vocaux de plus en plus désespérés me disaient tout ce que j'avais besoin de savoir sur ce qui se passait. Tout d'abord, les services de streaming se sont éteints sur tous leurs appareils. Rachel a envoyé un SMS groupé se plaignant que quelqu'un avait changé tous les mots de passe et qu'elle ne pouvait pas regarder ses émissions. Kevin a répondu qu'il pensait que Daniel s'occupait de tout ça et que quelqu'un devrait l'appeler.
Ma mère a demandé si quelqu'un avait les informations de connexion. Personne n'en avait. Il ne s'était jamais donné la peine de les apprendre parce qu'il supposait que je serais toujours là pour les gérer pour eux comme je gérais tout le reste. Ensuite, les lignes téléphoniques se sont éteintes une par une. Kevin m'a envoyé un SMS depuis le téléphone d'Ashley, furieux que son numéro ne fonctionne plus. Qu'est-ce que tu as fait à mon téléphone? J'en ai besoin pour le travail. Ce n'est pas cool, Daniel. Je n'ai pas répondu à son message. Les coupures de service public à la maison de mes parents se sont produites 2 semaines après que j'ai supprimé mes informations de paiement. La compagnie d'électricité a envoyé des avis d'avertissement qui ont été ignorés parce que mes parents supposaient que je m'en occuperais comme je l'avais toujours fait auparavant. Lorsque le courant a été coupé un mardi après-midi en plein été, ma mère m'a appelé 17 fois en 2 heures. J'ai finalement répondu au 18e appel, ma voix calme et mesurée. Sa voix était paniquée quand elle a parlé. Daniel, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus d'électricité. La nourriture dans le réfrigérateur va pourrir. As-tu oublié de payer la facture ce mois-ci? J'ai gardé ma voix calme et égale, refusant de m'aligner sur son hystérie. Je n'ai rien oublié. J'ai supprimé mes informations de paiement il y a 3 semaines. La facture est maintenant votre responsabilité. Il y a eu une longue pause stupéfaite à l'autre bout du fil. Que veux-tu dire tes informations de paiement? Pourquoi payais-tu notre facture d'électricité en premier lieu? Je paie votre facture d'électricité depuis 6 ans, maman, ainsi que votre gaz, votre eau et votre internet. Je contribue également à hauteur de 4 cents par mois à votre prêt immobilier. J'ai laissé les mots s'installer, je l'ai laissé assimiler l'ampleur de ce que je faisais pour eux en silence toutes ces années. Tu ne le savais vraiment pas? Son silence était une réponse suffisante pour moi. Elle le savait. Ils le savaient tous à un certain niveau. Ils ne se sont simplement jamais donné la peine de le reconnaître parce que le reconnaître aurait signifié me remercier, et me remercier aurait signifié admettre qu'ils avaient besoin de moi pour autre chose que mon argent. L'assurance automobile de Kevin a expiré la semaine suivante. Il l'a découvert lorsqu'il a été arrêté pour un feu arrière cassé et qu'il a découvert qu'il conduisait sans assurance. L'amende était substantielle et il a perdu son permis en attendant une preuve d'assurance qu'il ne pouvait pas fournir. Ashley m'a appelé en son nom, sa voix douce et apologétique. Daniel, je sais que les choses sont compliquées en ce moment avec ta famille, mais Kevin est vraiment stressé. L'histoire de l'assurance l'a complètement pris au dépourvu. Y a-t-il un moyen d'aider juste cette fois? J'ai dit à Ashley que j'étais sincèrement désolé qu'elle soit prise au milieu de tout ça, mais Kevin était un homme de 36 ans qui devait apprendre à assumer ses propres responsabilités. Je lui ai souhaité bonne chance et j'ai mis fin à l'appel. Elle ne m'a plus jamais contacté après cette conversation. Il était 6h30 du matin quand je l'ai entendu, un coup dur et insistant qui m'a tiré du sommeil et a fait battre mon cœur à tout rompre dans ma poitrine. J'ai attrapé mon téléphone sur la table de chevet, j'ai vérifié le flux de la caméra de sécurité et j'ai ressenti quelque chose entre la satisfaction et une profonde tristesse en voyant ce qui se tenait à ma porte. Toute ma famille était là. Mon père paraissait plus vieux que je ne me souvenais, son visage tiré et fatigué, avec des cernes sous les yeux à cause de ce que je supposais être des nuits blanches. Ma mère serrait son sac à main comme une bouée de sauvetage, ses yeux rouges et gonflés d'avoir pleuré. Kevin se tenait derrière eux, les bras croisés de manière défensive, la mâchoire serrée d'une colère à peine contenue. Rachel faisait les 100 pas sur le trottoir, son téléphone collé à son oreille, parlant à quelqu'un que je ne pouvais pas entendre. J'ai pris mon temps pour me préparer à les affronter. Je me suis douché lentement. J'ai fait du café et je l'ai bu pendant qu'il était encore chaud. J'ai déjeuné. Je les ai laissés frapper pendant 15 minutes avant d'ouvrir enfin la porte, mon visage calme et posé, tandis que le leur ne montrait que désespoir et peur. Ma mère a parlé la première, sa voix tremblant d'une émotion à peine contrôlée. Daniel, s'il te plaît, nous devons parler de ce qui se passe. Ton père a reçu une lettre de la banque hier. Ils disent que nous avons des milliers de dollars de retard sur le prêt immobilier. Il y a des frais de retard et des pénalités qui s'accumulent chaque jour. Ils parlent d'entamer une procédure de saisie si nous ne nous rattrapons pas dans les 60 jours. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte et j'ai bu mon café lentement, laissant le silence s'étirer entre nous. On dirait une conversation que vous devriez avoir avec votre banque, pas avec moi. Kevin s'est avancé, le visage rouge de colère qu'il contenait à peine. Arrête tes conneries, Daniel. Tu sais exactement ce que tu as fait ici.
Tu as tiré le tapis sous les pieds de tout le monde sans aucun avertissement. Quel genre de personne fait ça à sa propre famille? J'ai croisé son regard sans broncher ni détourner les yeux. Quel genre de famille dit à quelqu'un qu'il est une personne en trop et en rit? Le silence qui a suivi était assourdissant dans son poids. Kevin a détourné le regard en premier, incapable de soutenir mon regard. Ma mère s'est mise à pleurer doucement dans ses mains. Mon père fixait le sol, les mains enfoncées dans ses poches. Rachel a cessé de faire les 100 pas et m'a regardé avec quelque chose qui aurait pu être un choc en entendant ces mots répétés. Rachel s'est frayé un chemin jusqu'à l'avant du groupe, sa voix aiguë. C'est ridicule. Tu fais une crise de colère à cause d'une blague stupide. Kevin ne pensait rien de mal. Tu réagis complètement de manière excessive pour rien. Une blague stupide, ai-je répété lentement, laissant chaque mot s'installer. C'est comme ça que tu appelles ça? J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert la feuille de calcul que j'avais créée il y a des semaines. Laisse-moi te dire à quoi ressemble réellement une réaction excessive. Au cours des 8 dernières années, j'ai donné à cette famille 274 842 $. J'ai payé des prêts immobiliers, des services publics, des primes d'assurance, des frais de scolarité et des prêts d'urgence. J'ai financé des comptes d'investissement et couvert des dettes dont vous ne connaissiez même pas l'existence, et en retour, j'ai été exclu des vacances, oublié lors des dîners d'anniversaire et on m'a dit que j'étais une personne en trop lors d'un barbecue familial. J'ai tourné l'écran du téléphone vers eux pour qu'ils puissent voir les chiffres clairement présentés. Ce n'est pas une crise de colère. C'est une correction. J'en ai fini de financer des gens qui ne me considèrent pas comme de la famille. Mon père a finalement parlé, sa voix rauque et tendue d'émotion. Fils, nous n'avions aucune idée que tu faisais tout ça pour nous. Nous pensions que tu nous aidais de temps en temps quand tu le pouvais. Nous ne réalisions pas à quel point tout cela s'additionnait au fil des ans. Vous ne réalisiez pas parce que vous n'avez jamais demandé. Vous ne m'avez jamais remercié sincèrement. Vous ne m'avez jamais inclus dans quoi que ce soit. Vous avez juste pris et pris et pris jusqu'à ce qu'il ne reste que votre mépris pour moi. J'ai reculé et j'ai mis ma main sur la porte. Je pense que cette conversation est terminée maintenant. Ma mère a tendu la main et a attrapé mon bras désespérément, ses doigts s'enfonçant. Daniel, s'il te plaît. Tu ne peux pas nous abandonner comme ça. Nous sommes ta famille. Nous t'aimons. J'ai doucement mais fermement retiré sa main de mon bras. Vraiment? Parce que l'amour ne ressemble pas à être appelé une personne en trop. L'amour ne ressemble pas à se faire rire de soi quand on souffre. L'amour ne ressemble pas à être invisible jusqu'à ce que quelqu'un ait besoin de ton argent. Je les ai regardés chacun à leur tour, croisant leurs regards un par un. J'espère que vous vous en sortirez, mais je ne serai plus celui qui vous aidera à vous en sortir. J'ai fermé la porte alors qu'ils étaient encore là sous le choc. Leurs coups ont repris presque immédiatement, plus forts et plus désespérés qu'avant. Mais j'étais déjà parti. J'ai mis mes écouteurs et j'ai mis de la musique, noyant le son de leur désespoir avec quelque chose de plus paisible. Les semaines qui ont suivi ont été chaotiques pour ma famille et remarquablement paisibles pour moi. D'après ce que j'ai reconstitué grâce à des connaissances communes et à des mises à jour occasionnelles qui me parvenaient par des personnes qui nous connaissaient, les conséquences de mon retrait ont continué à se dérouler d'une manière qu'ils n'avaient jamais anticipée ou préparée. Mes parents ont dû contracter un prêt à taux d'intérêt élevé pour rattraper les paiements hypothécaires qu'ils avaient manqués. Les frais de retard et les pénalités avaient ajouté près de 8 000 $ à ce qu'ils devaient déjà à la banque. Ils ont mis leur maison sur le marché 3 mois plus tard, incapables de suivre des paiements qu'ils n'avaient jamais réellement effectués eux-mêmes. La maison s'est vendue moins cher qu'ils ne l'espéraient sur un marché difficile, et ils ont déménagé dans un petit appartement locatif à la périphérie de la ville, réduisant considérablement leur train de vie par rapport à ce qu'ils avaient connu. Kevin a été abandonné par sa nouvelle compagnie d'assurance après 2 accidents en succession rapide qui étaient tous les deux de sa faute. Il a été contraint de vendre sa voiture pour payer les amendes et a commencé à prendre le bus pour aller travailler tous les jours. Ashley l'a quitté 6 semaines après le barbecue, invoquant son incapacité à assumer la responsabilité de quoi que ce soit dans sa vie comme la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de leur relation. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il vivait dans un appartement au sous-sol et occupait un emploi qu'il détestait. Rachel ne m'a jamais traduit en justice comme elle l'avait menacé. Une brève consultation avec un avocat l'a informé qu'elle n'avait aucun droit légal sur l'argent auquel elle n'avait jamais contribué, même si le compte était techniquement joint en nom. Elle a réemménagé chez mes parents juste avant qu'ils ne vendent la maison, et tous les 3 se sont retrouvés entassés ensemble dans ce petit appartement locatif,
forcé de partager l'espace et les ressources d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Ma mère a essayé de me contacter à plusieurs reprises au cours des mois suivants. Ces messages ont évolué de la colère à la supplication en passant par l'acceptation résignée. Elle a demandé si nous pouvions recommencer à zéro. Elle a demandé si je pouvais trouver dans mon cœur de leur pardonner la façon dont ils m'avaient traité. Elle a demandé si je me souvenais qu'elle était toujours ma mère malgré tout. Je me souvenais de tout. J'ai juste choisi de ne pas répondre à ces messages. Mon père a envoyé une lettre, écrite à la main sur du papier à lignes déchirées d'un cahier à spirale. Il s'est excusé de ne pas m'avoir vu clairement toutes ces années où je les avais soutenus. Il s'est excusé d'avoir laissé Kevin me parler de cette façon sans rien dire pour me défendre. Il s'est excusé de m'avoir tenu pour acquis alors que je méritais tellement mieux de ma propre famille. Les mots semblaient sincères sur la page, mais ils sont arrivés des années trop tard et n'ont rien demandé en retour. Il voulait juste que je sache qu'il était désolé pour tout. J'ai gardé la lettre dans un tiroir de ma chambre. Peut-être qu'un jour je la relirai et ressentirai quelque chose de différent à propos de ces mots. Peut-être qu'un jour cela signifiera quelque chose de plus que du regret qui arrive bien trop tard pour changer quoi que ce soit. Mais ce jour n'était pas aujourd'hui, et je n'étais pas sûr qu'il arriverait un jour. Kevin ne s'est jamais excusé auprès de moi. Je ne m'attendais pas à ce qu'il le fasse. Honnêtement, certaines personnes sont constitutionnellement incapables d'admettre qu'elles ont eu tort sur quoi que ce soit. Certaines personnes préféreraient tout perdre plutôt que de reconnaître qu'elles ont blessé quelqu'un qui ne le méritait pas. Kevin était l'une de ces personnes et j'avais finalement accepté cette vérité à son sujet. Rachel a envoyé un dernier message des mois après la confrontation à ma porte. C'était court et amer et exactement ce à quoi je m'attendais de sa part. J'espère que tu es content de ce que tu as fait à cette famille. Je n'étais pas content. Ce n'était pas le bon mot pour ce que je ressentais. J'étais en paix. Il y a une différence significative entre le bonheur et la paix, et j'avais finalement appris à apprécier cette distinction. L'argent que j'ai économisé en coupant les ponts avec ma famille a été investi dans des placements, des comptes de retraite et un fonds de vacances que je ne m'étais jamais autorisé à avoir auparavant. Parce que je donnais toujours aux autres, j'ai voyagé dans des endroits que j'avais toujours rêvé de voir mais que je n'avais jamais visités. J'ai rencontré des gens qui appréciaient ma compagnie pour ce que j'étais en tant que personne, et non pour ce que je pouvais leur donner financièrement. J'ai construit une vie qui ne tournait pas autour du fait d'être invisible et utilisé par des gens qui prétendaient m'aimer. J'ai trouvé des amis qui sont devenus comme une famille pour moi au fil du temps, des gens qui célébraient mes succès et me soutenaient dans les échecs sans rien attendre en retour, des gens qui ne rêveraient jamais de me traiter de personne en trop ou de se moquer de ma douleur. Parfois, tard dans la nuit, quand le sommeil ne venait pas, je pensais à ce qui aurait pu être différent. Si Kevin n'avait pas fait cette remarque cruelle au barbecue, si ma famille m'avait au moins une fois en 8 ans fait sentir que j'avais vraiment ma place parmi eux, s'il m'avait montré ne serait-ce qu'un dixième de la générosité que je leur avais montrée au fil des ans. Mais il ne l'avait pas fait, et j'avais appris quelque chose d'important à la suite de toute cette douleur et de cette déception, la famille n'est pas seulement le sang qui coule dans les veines. La famille, ce sont les gens qui sont là quand vous avez besoin d'eux, les gens qui vous voient pour ce que vous êtes vraiment, les gens qui ne vous feraient jamais sentir que vous êtes une personne en trop. Je n'étais plus le fournisseur invisible. Je n'étais plus le portefeuille familial dans lequel ils pouvaient puiser à volonté. J'étais Daniel. Juste Daniel. Et pour la première fois de ma vie, c'était plus que suffisant.